Monsieur le Président, chers académiciens, chers collègues, je suis honoré de vous présenter ce travail sur la controverse entre ostéosynthèse ou reprise prothétique dans le cas particulier des patients présentant une fracture autour d'une prothèse intermédiaire de hanche. Pour introduire mon propos, je rappelle que la prothèse intermédiaire de hanche est le traitement de référence pour les fractures désengrenées du sujet âgé. La HAS préconise pour les patients de plus de 85 ans ou ayant un score de Parker d'autonomie inférieur à 5 d'avoir recours à une prothèse intermédiaire plutôt qu'une prothèse totale de hanche. Dans cette indication, les implants cimentés feraient référence selon la littérature en raison de l'incidence moindre des fractures périprothétiques et de la plus rapide récupération de l'autonomie. L'hémiarthroplastie de hanche représente environ 30 000 interventions par an en France, ce qui représente 20% de la chirurgie prothétique de cette articulation. Après cette intervention, les registres font état d'une incidence de la fracture périprothétique de l'ordre de 1,7%. Lorsque cette redoutable complication survient, on utilise généralement la classification de Vancouver pour catégoriser la fracture. Elle repose sur trois critères: la localisation du trait de fracture, le caractère bien fixé ou décelé de l'implant et la qualité du stock osseux disponible pour la reconstruction. Deux grandes options thérapeutiques s'offrent alors aux chirurgiens. D'une part, l'ostéosynthèse consistera à reconstruire le fémur et le manteau de ciment, qui sera fixé à l'aide de vis, plaques et cerclages, autour de l'implant prothétique et laissé en place. A contrario, la révision consistera en la dépose de la prothèse, ablation du manteau de ciment et mise en place d'une tige de reconstruction qui permettra de ponter le foyer de fracture, qui pourra être, comme dans notre série, sans ciment à clavette ou de longues tiges cimentées. En 2005, un symposium de la Sofcote a établi les recommandations suivantes. Les fractures avec un plan bien fixé, c'est-à-dire Vancouver A, C et B1 avec un index de fixation restant supérieur à 2 tiers, doivent faire l'objet d'une ostéosynthèse. A contrario, les fractures compromettant la fixation prothétique, à savoir les fractures Vancouver B1 avec un index de fixation restant inférieur à 2 tiers ou les B2 et B3, seront mieux traitées par révision. Néanmoins, on peut reprocher aux recommandations de la Sofcote de ne pas tenir compte de l'âge, de la demande fonctionnelle, du risque anesthésique des patients, ni même du type d'implant appliqué dans la fracture. À contre-courant de ces recommandations, de nombreuses publications rapportent la faisabilité avec d'excellents résultats de l'ossosynthèse pour les implants cimentés décelés avec des fractures type Vancouver B2 et B3. La littérature rapporte, lorsqu'on en a recours à une ostéosynthèse, une durée opératoire moindre, moins de saignement et moins de nécessité de soins intensifs en post-opératoire. Cette stratégie paraît donc particulièrement adaptée dans le cadre des patients auxquels nous nous intéressons ici, qui sont par essence âgés, polypathologiques, comorbides, à haut risque anesthésique. Nous avons donc cherché à savoir si, dans le cas des patients présentant une fracture Vancouver B autour d'une prothèse intermédiaire de hanche cimentée, il existait une différence de complications, à savoir la mortalité précoce à moins de 1 mois ou la réopération, entre l'ossosynthèse et la révision. Nous avons conduit une étude rétrospective dans le service d'orthopédie de l'hôpital d'Amiens. Nous avons inclus toutes les fractures périprothèses intermédiaires de hanche sur une période de 19 ans. Nous avons exclu les fractures Vancouver A, C et D pour lesquelles le traitement est consensuel. Nous avons recueilli les données démographiques ainsi que notre critère de jugement principal et secondaire pour former deux groupes, un groupe ostéosynthèse et un groupe révision prothétique. Sur la période étudiée, environ 2000 prothèses intermédiaires de hanche ont été implantées dans le service. Nous avons identifié 92 fractures périprothétiques classées Vancouver B, dont 39 ont été traitées par 39 ont été traitées par révision, pardon, et 53 par ostéosynthèse. Comme nous pouvions logiquement nous y attendre, les deux groupes n'étaient pas comparables concernant l'âge et la classification radiologique du trait de fracture. Nous avons donc eu recours à un appariement par un score de propension pour finalement retenir 39 patients dans le groupe ostéosynthèse et 39 patients dans le groupe révision. Les caractéristiques démographiques de notre population, c'était celle d'une population âgée, près de 89 ans en moyenne, majoritairement institutionnalisée et comorbide, comme en témoignaient les scores ASA et Charlson moyens élevés. Concernant notre critère de jugement principal, qui était donc la mortalité précoce et le taux de réopération, après ajustement par le score de propension, il n'y avait pas de différence entre l'ossosynthèse et la révision prothétique dans nos deux groupes. Concernant les critères de jugement secondaire, toujours après ajustement par le score de propension, l'ostéosynthèse était associée à un bénéfice en termes de durée opératoire, de perte sanguine, de durée d'hospitalisation et de conservation de l'autonomie antérieure. La révision prothétique était quant à elle associée à une reprise de l'appui plus précoce. Lorsque l'on compare nos résultats à la littérature, nous constatons tout d'abord que nous rapportons la mortalité à 1 an la plus élevée,
avec près de 30% de mortalité à 1 an. Cela s'explique par notre critère de sélection prothèse intermédiaire de hanche qui a recueilli une population particulièrement âgée. Avec 27% de réopération, nous rapportons également un taux de réopération qui se situe dans la fourchette haute de la littérature. Les étiologies dominantes étaient la luxation et l'infection. Dans le cadre des révisions prothétiques, il semblerait que la totalisation au profit d'une double mobilité diminue le risque de luxation, bien que la faible puissance statistique de notre étude n'ait pas permis de l'affirmer de façon significative. Enfin, comme chez les patients les plus autonomes, la fracture périprothétique est grevée d'une perte significative d'autonomie de l'ordre de 2 points sur notre score de Parker, même chez les patients antérieurement plus autonomes. Alors, si la littérature fait état de bons résultats lorsque l'on réalise une ostéosynthèse autour d'une prothèse cimentée décelée, cela doit néanmoins respecter plusieurs conditions. Le manteau de ciment doit être de bonne qualité et doit être bien fixé à l'os. Mags a proposé d'établir une sous-catégorie pour les fractures Vancouver B2 en distinguant les B2 dits W pour well fixed et les B2L loose. Dans les B2L, le manteau de ciment est décelé à son interface os-ciment. Ce type de fracture doit faire l'objet d'une révision. A contrario, les fractures B2W peuvent faire l'objet d'une ostéosynthèse. Les fractures transverses à l'apex de la tige, en raison d'un excès de contrainte sur le foyer de fracture, doivent faire l'objet d'une révision. Les fractures comminutives par effet coin, dites fractures burst, sont difficiles, voire impossibles à ostéosynthéser. Elles seront également mieux traitées par révision. Et enfin, les tiges, bien que cimentées, mais à revêtement composite, en raison de leur granulométrie particulière ainsi que celle de leur fourreau de ciment, ne pourront pas se fixer secondairement après reconstruction de ce dernier et devront également faire l'objet d'une révision. Les forces de notre étude sont qu'il s'agit d'un effectif conséquent pour cet événement rare qui est la fracture périprothèse intermédiaire de hanche et qu'il s'agit de la première étude comparative entre l'ossosynthèse et la révision dans cette population. Les limites reposent dans sa nature rétrospective, la faible reproductibilité de la classification radiologique de Vancouver et l'absence de score fonctionnel ou de score des complications médicales qui auraient amélioré la pertinence de la comparaison entre nos deux stratégies. En conclusion, ce travail semble conforter l'idée que chez le sujet âgé et polypathologique, la plaque n'est jamais une erreur. L'ostéosynthèse seule n'était pas pourvoyeuse d'un taux de mortalité ou de réopération supérieur à la révision prothétique. Par ailleurs, dans notre système de santé conscrit, l'avantage médico-économique de l'ostéosynthèse doit également être pris en compte. Il a été fixé à plus de 7 000 € dans le système de santé espagnol. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Galéric. Alors, juste un mot, effectivement, on avait vu sur les recommandations du symposium de 2005 qu'avait dirigé Hervé Tomaso et puis je ne sais plus qui, peu importe, mais qui disait bien qu'il fallait reprendre systématiquement les B2, les B3 et puis les B en fonction de l'index de fixation restant. Il s'avère que, parallèlement, nos malades ont vieilli, donc les malades qui ont des fractures périprothétiques sur prothèse, encore plus sur prothèse intermédiaire, sont très âgés par rapport à il y a 20 ans, et que d'autre part, les moyens de traumatologie, enfin d'ossosynthèse, ont fait d'énormes progrès, et en particulier, il ne faut pas le nier, l'existence de plaques verrouillées, et maintenant la connaissance de mettre des plaques verrouillées qui vont être étendues pour faire du femoral spanning sur tout le fémur et complétées par des câbles, permettent finalement de stabiliser ces malades avec une incidence et une morbidité péropératoire qui est quand même moins lourde, moins de temps d'occupation des blocs d'urgence, moins de charges sur les réanimations, parce que, comme il l'a dit, ils ne vont pas en soins intensifs, alors qu'une révision à 90 ans d'une fracture périhypothétique, c'est soins intensifs presque systématiques. Oui, je voudrais simplement faire un commentaire très très bas. Je voudrais vous féliciter, monsieur, pour la clarté de votre présentation. In aparté, votre patron me disait que vous étiez docteur junior, c'est ça? Félicitations, c'était parfait. Oui, juste, c'est plutôt à toi, Patrice, que je ne pense pas qu'il puisse me répondre. Moi, il y a une plaque que j'aime beaucoup dans les fractures, c'est les patients très âgés qui ont une prothèse, même une moure ou quelque chose comme ça. C'est la plaque de Mennen. Est-ce que tu en as l'expérience? Parce que franchement, Elle existait. Moi, j'en ai jamais eu l'expérience. Je ne sais même pas si elle existe. Je ne crois pas qu'elle existe encore. Alors, c'était dérivé des agrafes costales. À l'époque, on faisait des fractures de côte en orthopédie.
parenthoracique. Moi, j'en ai jamais eu l'expérience, c'est pratique. Je pense que non, ça n'a pas l'équivalence d'une plaque verrouillée. Je pense que vraiment les plaques verrouillées. Alors, Christian Lefebvre avait développé à Brest une plaque périprothétique qui était très bien, déjà avec des trous décalés qui permettaient de passer devant, derrière, atteindre les corticales. C'était déjà une évolution par rapport à des plaques avec des trous soit alignés, soit à peine décalés dans les PCD de là-haut. Mais la plaque de Meinen, la plaque de Meinen, c'est des agrafes. Hein, la plaque de Meinen a des indications sur les os porotiques. Il faut que l'os soit porotique, sinon on ne peut pas clipper. Mais c'est vrai que. Mais quand je voyais la durée d'intervention d'ostéosynthèse moyenne 95 minutes, quelque chose comme ça, une plaque de Meinen, et je ne suis pas un opérateur rapide, c'est 30 minutes. Ouais, mais tu étais expérimenté, là, tu sais. Alors, le problème aussi des fractures, enfin, on a souvent parlé, c'est que les reprises pour fractures périhypothétiques sont les interventions pratiquement les plus compliquées. Mais finalement, que pour des raisons d'organisation, alors en libéral, tu l'as fait, mais vous ne prenez pas toujours des fractures périhypothétiques. Les raisons d'organisation de service, c'est rarement les seniors qui font, les très expérimentés qui font les fractures périhypothétiques. Et puis, ça fait plaisir aux assistants, aux chefs de clinique, voire aux DJ, d'être aidés pour des fractures périhypothétiques. Donc, ça explique même pour l'ostéosynthèse une certaine longueur de temps opératoire. Mais c'est quand même beaucoup moins long et beaucoup moins lourd qu'une reprise prothétique. Oui, vas-y Laurent, oui, oui. Oui, d'abord bravo, oui, c'est une très belle présentation. C'est un sujet compliqué qui nous a beaucoup préoccupés. Alors, vous parlez des problèmes techniques, il y a aussi le problème organisationnel. Enfin, vous l'évoquez un peu, mais je vous félicite d'arriver à traiter ces gens-là. Parce que moi, je peux vous dire que dans mes dernières années de fonction à la Lariboisière, inclure un malade comme ça qui arrivait, c'était quand même. Surtout au bout de 4 jours, il n'était plus considéré comme une urgence. Enfin, je crois qu'il y avait vraiment une perte de chance et c'était quelque chose d'assez dramatique. On ne t'a pas dit qu'il était opéré dans les 48 heures. Hein. Loin s'en faut. Malheureusement. C'est pas bien, hein. Franchement, c'est pas bien. Alors qu'on a fait d'autres études sur les fractures du col, on sait pertinemment, c'est publié dans la littérature, c'est vrai de nos études, anesthésistes, chirurgiens, on a une augmentation de la mortalité pour des interventions au-delà de 48 heures et on n'arrive pas. Mais... Hein. Là, il y a 15 jours, on a remonté un malade, les anesthésistes ont demandé une IRM cardiaque pour une fracture du col. Quel intérêt Une IRM cardiaque pour une fracture du col. C'est dommage que le président ne soit pas là parce que voilà une communication que l'Académie de chirurgie pourrait faire. Oui, absolument. Non, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cette session. J'espère que, ne balayant pas toutes les reprises, on a essayé de sortir quelques idées qui pouvaient vous intéresser, qui prêtent encore à discussion. Merci à tous ceux qui étaient en visio, et puis merci encore à l'Académie de chirurgie de nous avoir accueillis. Mesdames et messieurs, il me revient de conclure à la place de Olivier Jardet, qui a été retenu chez toi, Amiens, pour des raisons que tu connais, politiques, oui, mais qu'il fallait qu'il gère. Alors, bien évidemment, comme chirurgien orthopédiste, vous savez que les communications sur l'orthopédie, d'une part, la soft-cote, hein, c'est un peu ma maman, comme la tienne d'ailleurs, puis comme celle de notre ancien secrétaire général, etc. C'était toujours plaisir de revoir les collègues. C'est un sujet qui est très, très difficile. Alors, je me tourne vers les non-orthopédistes. Vous avez vu des montages de mécanos extraordinaires. Je dirais comme le pape, n'ayez pas peur. Finalement, il faut rendre la fonction au patient. Patrice vous a expliqué qu'il fallait effectivement faire en sorte que le soir, ils peuvent être dans le lit et le lendemain marcher, puis manger leur soupe, enfin, etc. C'est donc très, très compliqué. Mais vous voyez que ça pose des problèmes. On a parlé de l'information et merci encore au docteur Delaunay d'avoir fait cette très belle présentation. Alors là aussi, je vous dirais, n'ayez pas peur et je vais vous faire une confidence. Deux confidences. La première, ça concerne votre patron qui a été mon étudiant. Vous n'étiez pas né à l'époque, je vous rassure tout de suite, dans le DU d'arthroscopie qui venait du premier DU d'arthroscopie à Nancy. Donc, c'est très plaisir de te revoir en pleine forme. Bon, moi aussi, j'ai vieilli, mais pas trop, j'espère. Et puis, alors, le deuxième point, ça, c'est une vraie confidence. Vous savez que moi, j'ai passé la double agrégation en orthopédie adulte, donc comme la plupart d'entre vous, comme les praticiens hospitaliers ou comme les collègues qui sont installés en privé, en libéral, et aussi en médecine légale et droit de la santé. Et mon dada, ça a été l'information. J'ai publié là-dessus, etc.
Eh bien, dans mon activité libérale, mesdames et messieurs, j'ai été condamné une fois. Et j'ai été condamné une fois après une intervention de dépose-repose d'une prothèse qui était décellée chez une institutrice retraitée. Et j'ai été condamné au civil. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas été en prison, mais au civil pour défaut d'information. Donc vous voyez que l'information, même dans les mains théoriquement les plus aguerries, ça peut arriver. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait tenir au courant le médecin traitant. Donc, on avait inventé dans le service, enfin, l'informatique existait déjà, mais les lettres toutes prêtes, vous savez, stéréotypées du style mon cher collègue, merci 10 000 fois de nous avoir confié Madame Machin. Tout s'est bien passé pendant l'intervention, elle pourra sortir pendant 8 jours. Et dans le cas particulier, j'avais fait une fémorotomie avec une trochantérotomie. Et puis, comme elle avait un peu mal, elle a été voir un autre chirurgien qui lui a, bien sûr, comme d'habitude, dit quel est le pingouin qui vous a opéré. Il a cassé le trochanter, il a fallu faire une ostéosynthèse. Et je dois dire qu'à cause de cette lettre stéréotypée, je n'ai pas expliqué à la patiente comme j'aurais dû le faire. Eh bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs, moi-même, j'ai été condamné, certes une fois. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur de l'information et le pire peut toujours arriver. Merci. Est-ce qu'on a encore juste une minute, puisque Henri, je crois que je te l'avais raconté, mais j'étais installé dans l'Essonne et j'ai opéré d'une prothèse de hanche primaire le président du tribunal en instance de Évry, dont je dépendais. Et je me souviens très bien que je lui dis, oula, il faut que je fasse l'information aux petits oignons, parce que là, il ne va pas me louper. Et je commence, Monsieur le Président, bon, on avait tout fait, la clinique, le machin, les radios et tout. Monsieur le Président, je vais maintenant vous expliquer les risques et les complications d'intervention dont vous risquez. Et je commence la litanie, l'infection, la luxation, la paralysie. Il ne m'a pas laissé plus de 30 secondes. Il me dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous voulez me dissuader de me faire opérer? Je dis, non, Monsieur le Président, j'applique la loi Kouchner, je vous informe. Et il me dit, c'est ça? Eh bien, j'ai fait condamner des dizaines de vos collègues pour défaut d'information. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. C'est totalement inhumain. Voilà. Bien, mesdames et messieurs, la séance, alors je vais faire comme fait Olivier Jardet, suspendue. Et en tous les cas, merci à vous et merci à l'orthopédie.